Marc-André a tout dit, donc je pourrais limite voilà, m'arrêter là. Mais il se trouve qu'on on a collaboré avec Marc-André dans l'élaboration de l'exposition L'Odyssée sensorielle. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont l'occasion d'y aller. Et cette exposition a été faite en collaboration avec le muséum qui a accueilli l'installation dans la Grande Galerie de l'Évolution, mais surtout avec le concours des scientifiques comme Marc-André, qui ont largement contribué aux contenus qui ont été proposés. Donc, moi, j'ai eu cette chance de de co-scénariser avec toute une équipe cette exposition et de coordonner les échanges entre le cerveau des opérations, c'est-à-dire la matière grise, les scientifiques du muséum, mais aussi le cœur et les muscles, qui sont respectivement la réalisation et la production. Donc, comme une image vaut parfois mieux que des mots, juste une toute petite vidéo, un trailer qui dure 50 secondes et qui montre un petit peu nos intentions. Alors, il se trouve que moi, je viens du documentaire à la base, avant d'avoir travaillé sur cette exposition. Et je travaille généralement sur des thématiques liées à la biodiversité, à la conservation, avec un questionnement sur notre regard humain, sur justement, et notre rapport au vivant. Et quand on fait du documentaire, et surtout du documentaire animalier, il faut savoir qu'on passe pas mal de temps dans une tente, dans un affût, dans lequel vous êtes camouflé, et dans lequel les animaux sauvages ne vous voient pas, en tout cas ne vous voient pas dans votre forme humaine qui leur ferait très peur. Et dans cette tente, seul votre objectif de la caméra dépasse, de manière à ce que vous puissiez les filmer les animaux sauvages à leur insu. Et en fait, quand vous êtes dans cette tente, ça revient un petit peu au carré de pelouse du bois de Vincennes. Tous vos sens, toute votre attention est focalisée sur ce qui se passe devant vous, c'est-à-dire vous êtes attentif au moindre détail, au moindre bruit, à la moindre odeur, au moindre mouvement qui va se faire devant vous, de manière à ne pas rater le sujet que vous avez tellement attendu. Et lorsque, au bout d'une longue attente de plusieurs heures, votre sujet, cet animal, se pointe devant votre objectif, alors là, votre cœur bat la chamade et plus rien n'existe autour de vous. Et je crois que c'est un peu ce sentiment-là qu'on a essayé de créer dans l'Odyssée sensorielle, c'est-à-dire de provoquer une disposition mentale, corporelle, sensorielle, de manière à ce que le visiteur se sente comme par magie, au bon moment, au bon endroit, et qui se sente non seulement assisté, mais faire partie d'un grand spectacle. Et ce spectacle, ça n'est jamais que la nature, la biodiversité à l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on a conçu donc, ce parcours que je ne vais pas vous détailler. L'idée, c'est juste que, pour vous imaginer ce parcours, c'est 800 mètres carrés de surface, répartis en plusieurs espaces. Chacun des espaces est un écosystème de notre planète. Et l'ensemble fait un voyage à peu près de l'équateur jusqu'au Grand Nord, jusqu'au Groenland. Ça n'est pas le Svalbard, mais le Groenland, avec une progression dans des écosystèmes qui sont parfois très exotiques, comme la canopée d'une forêt tropicale, ou très communs, comme justement une forêt ou une prairie européenne. Parce que justement, on a voulu mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas que ce qui nous est étranger, lointain, inaccessible, qui est digne d'intérêt, et d'autant plus en matière de biodiversité. Le monde recèle de trésors et on va dire, de milieux hyper riches, et ça vaut aussi bien pour nos prairies ou pour nos bouts de pelouse dans le bois de Vincennes.
Et pour provoquer justement ces conditions de lâcher prise quelque part, de connexion avec le vivant, de résonance, et ce qu'on a imaginé, c'est une immersion par les sens. Évidemment, je vais reprendre la liste de Marc-André, puisque c'est ce qui fonctionne. La vue, puisque c'est le sens le plus évident, le plus utilisé, donc des projections à perte de vue, des grands écrans qui font la taille d'un cachalot ou d'un wagon de TGV, hein, vous choisissez la référence qui vous convient, mais qui peuvent atteindre 3 mètres de haut, 18 mètres de long. Une immersion par les sons, avec des sons spatialisés qui vous font baigner dans un univers acoustique avec des sons, des bruits qui proviennent de toutes parts. Mais surtout, et ça c'était le grand challenge, c'était la grande difficulté, mais à la fois la grande réjouissance, les odeurs. Parce que les odeurs, l'olfaction, c'est un sens qui est très particulier dans l'humanité. Probablement que par rapport à d'autres espèces, on manque d'acuité olfactive. Mais malgré tout, c'est un sens qui est tellement primitif, on va dire, que le traitement d'une information olfactive, une odeur, va directement transiter dans le cerveau et va activer des régions neuronales liées aux émotions et aux souvenirs. D'où le fameux effet Madeleine de Proust, où en une odeur, vous êtes transporté instantanément dans un souvenir très tangible. Genre l'odeur de tarte aux pommes de votre grand-mère qui vous ramène dans votre maison de vacances alors que vous aviez 8 ans et qu'elle préparait votre dessert préféré. Et c'est vrai, en réalité, on se rend compte que déjà une immersion par le son et l'image, surtout en haute def, dans des grandes dimensions, c'est assez puissant, mais dès que vous ajoutez l'odeur, là, bim, les gens vous disent, on y est. Et à plus forte raison, les odeurs auxquelles est très attaché Marc-André, des odeurs qui nous rappellent une expérience passée, comme l'odeur de l'humus, l'odeur du pétrichor, la fameuse pluie qui tombe, ou le champignon. Et dès lors qu'on a une expérience de ces odeurs de biodiversité, de balade dans la pelouse, on y revient toujours, hein, du bois de Vincennes, eh bien, on y est de nouveau plongé. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah, là on y est, ça complète l'expérience. En fait, l'odeur apporte une sorte de supplément d'âme quelque part, ou en tout cas donne un relief, une consistance, et ancre l'expérience. En tout cas, c'est ce que nous, on a essayé de faire, avec ses limites, hein, parce qu'on avait prévu 20 odeurs que les gens n'ont pas vraiment, je pense, perçues. On était dans, on va dire, dans la nuance, dans la palette, etc. Et en définitive, on s'est rendu compte que celle qui fonctionnait, c'était celle, voilà, qui nous rappelait quelque chose de très personnel, une expérience vécue. Et c'est aussi très individuel, c'est-à-dire que la même odeur peut provoquer des sentiments extrêmement différents, des réactions très différentes, voire même des choses un peu négatives. C'est-à-dire que moi, j'ai un visiteur qui m'a dit ah oui, donc en fait, c'est la même odeur dans tout le parcours, sachant qu'on en avait 20, qui étaient créés par le plus grand créateur de parfums de Paris, etc. Donc voilà, donc vraiment l'appropriation par l'odeur, c'est quelque chose de très personnel, de très versatile, et c'est en ça que peut-être ça rendait cette exposition assez personnelle, individuelle, et qu'on a laissé justement aux visiteurs la liberté de s'approprier cette expérience, parce que c'est vrai qu'on a choisi de s'affranchir de pas mal de lois, de l'espace, du temps. On peut voyager d'un environnement à l'autre, on peut aller voir les glaciers, puis retourner dans la forêt, puis se balader, nager avec la cachalot. Mais aussi, on s'est affranchi d'une énorme contrainte, enfin on a essayé, c'est l'usage des mots. C'est-à-dire qu'on a laissé cette exposition absolument non textuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez projeté dans le voyage, il n'y avait plus d'indications, plus d'informations, plus de signalétique. Mais en même temps, ça ressemble à une balade toujours au bois de Vincennes, où il n'y a pas forcément le cartel qui vous dit que telle espèce, bois cendré, Antser, et qui vous nomme tous les comportements. Donc, on a souhaité rendre cette expérience la plus complète, la plus, on va dire, réaliste possible, même si elle est issue de la technologie. Mais surtout, on a voulu qu'elle fasse appel au trip plus qu'au mental. Parce que c'est vrai que pouvoir se décharger un peu de notre réflexion intellectuelle et réagir de manière un peu instinctive, de faire appel à des sensations, à une expérience corporelle, à nos sens, à notre sensorialité et quelque part à notre animalité, c'était peut-être, pour nous en tout cas, le meilleur moyen de se reconnecter à quelque chose d'organique.
Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé. Mais je vous rassure, à l'issue de l'expérience, il y avait un espace de médiation dans lequel toutes les informations étaient fournies par le muséum et que on espère, toutes les réponses aux questions des visiteurs ont été répondues. Parce que en tout cas, le parti qu'on a pris et qui était largement débattu, mais auquel on a été attaché et avec lequel le muséum était totalement d'accord, c'est que une telle expérience, et surtout face à la nature, elle doit se vivre plus que s'expliquer. Et qu'avant d'être expliquée, elle doit être vécue. Et notre conviction à nous, c'est que la sensation, l'émerveillement, l'enchantement, et même si c'est un enchantement qui a été un peu entaché par des images poignantes de cachalots, dans les sacs plastiques, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette image, mais en fait, en filmant les cachalots, on s'est rendu compte que l'un d'eux avait un sac plastique dans la bouche tout le long de la séquence, donc c'est absolument pas un trucage, et c'est une image qui a marqué beaucoup d'entre nous. Donc l'émerveillement a ce pouvoir, probablement, de développer une envie de connaissance, et une fois que cette connaissance elle est étanchée, grâce à des scientifiques comme Eddy et comme Marc-André, finalement c'est peut-être ça qui peut inciter une envie de protéger, de préserver et de passer à l'action, comme avec Magali. Donc, je le dis et je le répète, hein, cette exposition n'avait pas vocation à se substituer à une balade en forêt, et toujours dans notre bois de Vincennes, mais peut-être de semer une petite graine, de montrer l'étendue de la beauté du monde vivant et sa variété, de manière à ce que on se rend compte que même autour de nous, on peut accéder à des choses assez merveilleuses dès lors qu'on met ses sens en action et qu'on accepte de s'y reconnecter de manière un peu organique, un peu spontanée, instinctive.